En général, quand je cherche une voiture, je vise toujours, si possible, un faible kilométrage. Je dirais que dans la mesure du possible, si elle peut avoir moins de 150 000 km, la voiture est en principe en meilleur état, ça m'arrange quand même beaucoup. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important de choisir un kilométrage assez faible et pourquoi bouder les gros kilométrages. Alors tout dépend d'abord qu'est-ce qu'on veut comme voiture. Si c'est un daily, par exemple un diesel comme celui-ci qui va rouler 10, 20, 30 000 km par an, ou si c'est une voiture de collection, parce que là c'est pas du tout la même chose. Le but n'étant pas du tout le même, puisque un daily, on va chercher plutôt une voiture que l'on va pas forcément conserver en très bel état, puisque c'est une voiture qui va rouler tous les jours et qu'on va peut-être emmener jusqu'au bout, jusqu'au jour où on va l'emmener dans une casse, et on ne cherchera pas forcément à la revendre à un prix très élevé. Alors voilà pourquoi, d'un sens, c'est pas du tout la même chose entre un achat qui est fait pour, entre guillemets, revendre au même prix, donc une voiture plutôt coupée essence, ou un véhicule daily, ça peut être un break ou une berline diesel par exemple, même si ça peut être un petit moteur essence. Alors on va voir pourquoi moi je privilégie les petits kilométrages, je précise bien, sur les voitures coupées, roadster, cabriolet et surtout principalement version essence. Celle-ci c'est un cas à part puisque c'est un daily. Alors je l'ai acheté avec presque 200 000 km, elle n'était pas en bel état, mais je ne l'ai pas payé très cher. Alors première chose, quand on achète un véhicule avec un gros kilométrage, le gros inconvénient, et c'est pour ça que je privilégie les faibles kilométrages, c'est l'état de la face avant. Alors on peut voir de près que la face avant est criblée d'impacts. On a des impacts un petit peu partout, des impacts de gravier qui peuvent s'oxyder, principalement sur le capot. On a une zone aussi sur les ailes avant qui est un petit peu sensible. Alors cette aile est à peu près bien parce qu'elle a été repeinte il y a environ 150 000 km, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'état des phares aussi, l'état des phares puisque ils sont tout aussi exposés au gravier, tout ce qui est projection de gravier. Bien sûr, tous les éléments plus ou moins à la verticale comme le pare-choc jusqu'ici qui est très exposé. Alors le problème du pare-choc aussi, c'est que toute cette partie-là est généralement exposée à tout ce qui est choc de stationnement, même s'il est vrai qu'il y a aussi une zone vraiment où toute la face frontale est très exposée, que ce soit au crochet d'attelage mais aussi au coup de pare-choc. Les insignes, évidemment, ça vieillit mal puisqu'ils sont très exposés au jet de gravier. Les calandres, bon là on est sur du plastique, mais c'est pareil, c'est très exposé. Et on a encore des éléments qui sont très exposés et on n'y porte pas forcément toujours attention lorsqu'on achète un véhicule. C'est l'état des rétroviseurs. Les rétroviseurs, c'est toujours pareil, ils sont très exposés et généralement, avec les gros kilométrages, on retrouve toujours quelques rayures sur les bords. Les pare-brises, bien sûr, ils sont plus exposés que la plupart des autres vitrages. Alors on retrouve beaucoup de petits impacts de gravier, ils peuvent se rayer aussi avec le temps. Et je pense que la pire des choses, c'est celle-ci. En haut du pare-brise, on a généralement une petite surface qui fait environ 10-15 cm, une surface qui est très exposée, et on peut voir un gros impact ici. Un gros impact de gravier qui est certes assez ancien, mais ce gros impact s'est corrodé, bien sûr. Évidemment, avec les années, ça finit pas toujours par s'abîmer un peu. Et on a une espèce de trace orange qui coule avec l'humidité. Et on observe aussi plein de petits impacts sur cette petite arête. Alors, avec les faibles kilométrages, ici, en général, c'est toujours impeccable. Et là, on a un impact. Et si on regarde tout le long, il y en a pratiquement partout. Il y en a un tous les 10 cm. Et le problème, c'est que cette zone, eh bien, c'est une zone qui communique avec généralement le reste du véhicule.
Alors ici, on a un pavillon qui est relativement séparé, puisqu'on a une sorte de gouttière intégrée avec un petit élément en plastique. Mais s'il faut commencer à repeindre le pavillon, alors qu'est-ce qu'on ne va pas repeindre sur le véhicule? Et ça, c'est quand même un gros problème avec les véhicules qui ont un gros kilométrage. Si le pavillon est déjà en sale état, alors qu'est-ce qui va nous rester en peinture d'origine sur le véhicule? Ensuite, on continue. Au niveau des portes, les poignées de porte, je n'en parle pas, les griffures sur la porte, voire même jusqu'en dessous au niveau de la poignée, les petits coups de clé éventuellement. Ici, on a toute une zone qui est franchement exposée. Alors là, on voit, c'est un petit coup de porte et ça s'est oxydé. Bon, la porte a été repeinte et un petit peu mastiquée, alors ça a une drôle d'allure, mais ça, avec les gros kilométrages, on ne peut pas avoir quelque chose de neuf. Au niveau des sous-bassements, alors on a des passages de cris devant et derrière. Ça c'est pareil, avec les gros kilométrages, en général, la voiture a crevé. On a levé la voiture avec son cri. Le cri, il a arraché un peu de peinture. Ça peut créer des points de corrosion puisque la peinture est à nu. Alors, petit kilométrage, des fois on peut gagner une roue de secours neuve. Quand c'est une jante alu avec un pneu neuf, c'est quand même cool. Surtout si la jante est vraiment neuve et qu'elle n'a jamais servi, ce qui veut dire pas un coup de trottoir, pas une rayure, rien du tout. Et quand on a une seule jante sur la voiture qui est rayée, on peut éventuellement mettre la roue de secours sur le véhicule. Ça nous fait 4 roues impeccables et la jante légèrement rayée, on la met dans le coffre pour faire des expos. C'est nickel. Alors évidemment, 4 portes, 4 poignées, donc des traces de rayures à l'arrière. En principe, on en a moins, mais on peut en avoir quand même. Sur les ailes arrière, on a toujours ce problème-là, c'est qu'on a une zone qui est surexposée au gravier, projection de gravier par la roue avant, qui finissent sur l'aile arrière. Alors, les graviers longent le véhicule et viennent généralement taper ici. Depuis quelques années déjà, les constructeurs ont apposé des autocollants, des stickers transparents, bon, qui ont tendance à vieillir. Ici, on va dire que le sticker est complètement KO. Et on a aussi un autre problème, c'est que ici, on a une zone sur l'aile arrière, au niveau de l'arête, tout comme la porte ici. Si les réglages ne sont pas parfaits, on a le gravier qui va venir longer la voiture et qui va vraiment taper sur l'arête. C'est pour ça que la porte conducteur doit être un tout petit peu décalée pour protéger juste cette arête-là. Malheureusement, les réglages d'usine ne sont pas toujours faits. C'est quand même quelque chose. À l'arrière, c'est pareil. Si la porte rentre dans la carrosserie, ici, on aura plein d'impact. Alors que si elle est un petit peu sortie, déjà, au niveau de l'arête, ça peut rester en bien meilleur état. Surtout qu'à l'arrière, les portes sont très exposées. On peut même avoir des petits coups un peu partout et assez haut. D'ailleurs, bon, ici, c'est pas forcément des impacts de gravier, mais ici, il y a un impact. Mais si la porte est mal réglée, on peut avoir des impacts assez hauts sur la porte. Alors bien sûr, au niveau du pare-choc arrière, c'est la même chose. Alors là, on a des projections de gravier sur la partie basse du pare-choc. Et puis, ce qui est un petit peu pénible. Alors, sur le pare-choc, avec les gros kilométrages, bien sûr, à force d'ouvrir et de prendre des objets et de décharger, on aura beaucoup plus de rayures sur le pare-choc arrière. Déjà que celui-ci est très exposé au choc, puisque à chaque fois qu'on fait une marche arrière, en général, on tape quelque chose tout de suite avec le pare-choc, et les angles, ils vieillissent quand même très très mal. Difficile de trouver une voiture qui a 200 000 km avec un pare-choc en peinture d'origine sans une rayure. Ça, à vrai dire, ça n'existe pas. Bien sûr, ici, on a un crochet d'attelage, ça protège, mais enfin bon, un crochet d'attelage, c'est pas fait non plus pour taper les autres voitures. Avec les gros kilométrages, malheureusement, une chose aussi, on ne peut pas éviter, c'est l'état des jantes. Alors, l'état des jantes, cette voiture a un gros kilométrage, donc on voit que les jantes ont frotté un peu partout. Avec le temps, ça s'oxyde. Alors, c'est une voiture qui a plus de 300 000 km. On peut voir des traces d'oxydation, même ici.
Alors ça a frotté et ça a fini par s'oxyder et on voit une trace d'oxydation. Il n'y a plus de peinture. À l'avant, c'est pas mieux. Les jantes sont frottées, parfois même légèrement cassées sur les bords. Alors à l'avant, on voit des traces de frottement, d'oxydation. Et ça, avec les gros kilométrages, on ne peut pas y échapper. Ensuite, une chose que j'ai un petit peu zappé, c'est l'état des phares. Plus la voiture aura un gros kilométrage, plus les phares, en principe, ont un risque d'être jaunis, puisque la voiture ayant roulé et logiquement ayant été stockée un petit peu dehors dans la journée, donc exposée au soleil, les phares jauniront certainement beaucoup plus. Sauf éventuellement si le véhicule est stocké en pleine journée dans un sous-sol, ça arrive, c'est vrai. Que ce soit en ville comme en région parisienne, il y a beaucoup de parkings sous-sol et le véhicule n'est pas exposé, que ce soit à la lune la nuit, mais aussi au soleil dans la journée. Mais malheureusement, ces véhicules sont quand même plutôt rares. En général, une voiture qui roule tous les jours, elle est stockée dehors dans la journée et dans le meilleur des cas, elle va être un tout petit peu abritée par un bâtiment ou un arbre. Et le véhicule est généralement en plein soleil. Ensuite, on revient un petit peu sur une partie presque mécanique, parce que c'est vrai, derrière le pare-choc avant se trouve radiateur de clim, échangeur. Tous ces radiateurs ne sont pas éternels, même s'il n'y a pas d'usure réelle, il y a par contre de l'oxydation. Et plus un véhicule aura roulé, plus il est possible que les radiateurs se soient encrassés, même s'ils ont été nettoyés avant la vente. Mais les véhicules peuvent avoir été encrassés et ils ont pu s'oxyder. Et si le radiateur commence à se percer, commence à suinter un petit peu, il est KO. Et bien sûr, comme les radiateurs sont exposés, que ce soit aux mouches, aux insectes et à tout ce qui est poussière, boue, humidité, on peut même dans certains cas, ça m'est arrivé, trouver un oiseau mort coincé dans un radiateur. Alors voilà pourquoi les gros kilométrages, il y a quand même un souci même à ce niveau-là. On pourrait croire qu'il n'y a pas de problème derrière le pare-choc, mais même derrière le pare-choc, il y a des soucis. Après, on va revenir au niveau des jantes, parce que c'est vrai, il y a une chose que je n'ai pas parlé, mais avec les gros kilométrages, on pourrait croire que bon, d'un sens, il n'y a que les pneus qui s'usent. Et après, des petits coups de trottoir sur les jantes. Mais c'est pas tout. Ici, vous avez un élément qui s'use et qui ne se songe quasiment jamais. Quand je dis jamais, c'est que personne n'y pense. Alors, je veux parler pas des disques de frein, parce que ça, c'est vrai que ça peut rentrer dans le cadre d'un élément qu'on remplace assez souvent. Même si les disques de frein sont entre guillemets des consommables, en principe des disques de frein ça ne se change jamais sur une voiture. Ça peut faire la vie du véhicule. Un disque de frein, même si un garagiste vous dit ils sont un peu usés, il faut les changer, un disque de frein peut faire 400 000 km si on fait de l'éco-conduite et si on n'a pas une conduite sportive. Bon, sur un coupé sport ou un cabriolet ou un roadster, une voiture un petit peu puissante, les disques de frein seront changés plutôt tous les 100 à 200 000 km. Généralement à 100 000, ils ne sont pas morts, ils sont juste un peu usés. Mais les garagistes, évidemment, cherchent toujours à vendre de la pièce, alors vous conseillez ou quasiment vous obligez à les changer. Oui, vous obligez. Même s'ils ne sont pas morts, ils vont vous obliger à les changer. Et en plein milieu, on a un roulement de roue. Lui, le roulement de roue, il s'use principalement avec le kilométrage et les hautes vitesses et surtout les très grandes courbes, donc les courbes prises à allure assez forte. Alors les changements de direction, ça va user fortement les roulements de roue. Les roulements de roue sont quasiment increvables, mais dans certains cas, ils peuvent abandonner. Sur certains véhicules, il y a des soucis. En général, les roulements de roue, c'est pareil, on ne les change quasiment jamais. Il y a des voitures, ça tient bien, il y a des voitures, ça tient moins bien. Mais voilà, les gros kilométrages, les roulements de roue, en général, je dirais 30 000 km, pas de problème. 200 000 km,
Là déjà on n'est pas à l'abri, et j'ai cru comprendre que sur certains véhicules les roulements de roue ne tenaient pas forcément plus de 100 000 km. C'est quand même un détail à savoir, parce qu'un roulement de roue ça ne se change pas en 2 minutes. Après, un détail qui se trouve sous la voiture, c'est le pot catalytique. Le pot catalytique, c'est pareil, c'est un élément qui ne s'use pas réellement, par contre il s'encrasse, il se bouche, et avec les gros kilométrages, en principe, ils peuvent abandonner. On a donné une durée de vie au pot catalytique, durée de vie qui, tout compte fait, n'est quasiment jamais respectée, puisque à partir du moment où ça fonctionne, on ne change surtout pas, ça coûte une fortune. Chose aussi importante avec les kilométrages moyens, et là on ne parle pas de faible kilométrage comme 10 ou 20 000 km, 30 000. Là on va parler de kilométrage moyen, kilométrage raisonnable, environ 100 000 km. On peut déjà avoir des amortisseurs qui fatiguent, chose qu'on n'aura normalement jamais sur un véhicule qui a un très faible kilométrage. Quand on achète une voiture qui a 100 000 km et qui a des amortisseurs toujours d'origine, il faut quand même savoir que certains amortisseurs ne dépassent pas 80 000 km, d'autres vont dépasser facilement 200 000 km. À 100 000, on peut considérer que les amortisseurs sont soit en milieu de vie, soit en fin de vie. C'est quand même à prendre en compte lors de l'achat du véhicule. Si les amortisseurs sont neufs ou qu'ils viennent d'être remplacés, là quand même c'est un point positif. 4 amortisseurs, il y en a déjà pour un billet. Et bien sûr, avec les gros kilométrages, c'est comme tout ce qui est électrique, gadget, et à partir du moment où il y a un système mécanique, ça peut abandonner. Et c'est le cas, tout simplement, des ouvertures de trappe à essence, par exemple, qui finit par abandonner avec l'âge. Alors quand on appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Les boutons commencent à fatiguer, même si le système d'ouverture fonctionne, les boutons fatiguent, mais la petite trappe ne s'ouvre plus. On connaît tous le problème des voitures qui ne roulent pas assez. Les batteries se déchargent, les pneus se dégonflent, mais il y a des problèmes que parfois on ignore. Voilà ce qui peut arriver en plus. Lorsqu'une voiture ne roule pas souvent, ne serait-ce que quelques semaines, on peut voir apparaître des nids de rongeurs et de la bouffe de stocker. Ah, dégage-toi! Putain! Je crois que je l'ai eu. Voilà pourquoi, à la campagne, surtout à la campagne, en ville, on a moins ce problème-là. Je conseille de faire tourner régulièrement les voitures et aussi de les déplacer. Pourquoi? Parce que les rongeurs ont tendance à remarquer les objets immobiles. Et bien sûr, ils s'installent, ils grignotent tout ce qui est plus ou moins en coton, en mousse, et ils peuvent aussi s'attaquer à tout ce qui est durite et câblage. Alors là, pour le coup, on a gagné quelques noix et quelques noisettes qu'il nous a laissé, mais enfin, s'il nous a fait des dégâts sur le véhicule, ce sera pas vraiment cool. Passons à l'intérieur maintenant. Au niveau des ouvertures de porte, on peut avoir des petits soucis au niveau du câblage. Les câbles peuvent s'abîmer, se couper. Au niveau des charnières de porte, on peut avoir souvent, et c'est presque systématique, des problèmes de siège, puisque les bourrelets du siège conducteur au niveau de l'entrée ont toujours tendance à s'user, voire les mousses peuvent se casser, et on peut voir apparaître un tube métallique, on peut voir apparaître le renfort du siège. Les parties ici, souvent en simili, ont tendance à se couper plus rapidement. Ici, on constate une petite coupure sur la partie en simili. Les parties en cuir, comme ici et là, en principe, vieillissent un petit peu mieux, mais on peut voir une patine et puis des traces d'utilisation, des plis qui, par la suite, avec l'âge, et si les cuirs ne sont pas entretenus, les plis peuvent se transformer en cassure, en coupure, et on peut voir la mousse apparaître sur les sièges. Sur les sièges en Alcantara, on peut voir une apparition de bouloches, mais aussi d'usure. L'Alcantara peut même arriver jusqu'à se percer. Au niveau du volant, on peut constater une usure principalement sur la partie haute. Au niveau du levier de vitesse, c'est pareil, on peut constater de l'usure sur le levier de vitesse, même s'il est en cuir. Le frein à main,
c'est pareil, on peut constater un petit peu d'usure. Les soufflets en général vieillissent assez bien sur les leviers de vitesse, ça il n'y a pas trop de problème. À l'intérieur, avec les gros kilométrages, tout ce qui est commande électrique, ça peut finir bien sûr par abandonner. Rétro-électrique, en général ça vieillit bien parce que les rétros, on ne les règle pas forcément tous les jours. Par contre, les positions dégivrage peuvent abandonner. Les vitres électriques, ça abandonne très souvent parce qu'il peut y avoir, avec un grand nombre d'utilisations, l'abandon soit des interrupteurs, soit des moteurs carrément dans les portes. Alors, moteur de vitre électrique, ça grille pas souvent, mais ça peut aussi devenir un peu faiblard et arriver à poser des problèmes, mine de rien. Tout ce qui est commande électrique, ça peut abandonner. On a relativement peu de problèmes au niveau des commodos, mais il arrive que certains commodos abandonnent. Ils peuvent prendre un peu de jeu, il peut y avoir des mauvais contacts. Pareil au niveau commodo essuie-glace. Au niveau du levier de vitesse, on peut avoir des petits soucis pour passer les vitesses, parce que le sélecteur prend du jeu. Le sélecteur, ça n'a pas grand-chose à voir avec le levier de vitesse proprement dit, puisque le sélecteur de vitesse n'est pas ici, il est plutôt accroché sur la boîte de vitesse. Mais au niveau du levier de vitesse, on a toute la tringlerie qui peut aussi prendre du jeu. Et pour conclure, il y a toute une panoplie d'éléments que l'on ne voit pas forcément sur un véhicule, que l'on ne voit pas forcément facilement. Comme les soufflets de cardan par exemple, qu'il n'est pas très facile à contrôler. Ensuite, on a les amortisseurs, on a les coupelles d'amortisseurs qui sont très compliquées à contrôler puisque généralement il faut plutôt un pont pour les apercevoir. Et puis il y a beaucoup d'organes qui sont difficilement contrôlables, que ce soit les synchros de boîte par exemple, tout simplement. Tout ce qui est à l'intérieur du moteur, l'usure du moteur, l'usure des segments, l'usure des pistons et l'usure des cylindres, et aussi, alors là, beaucoup plus compliqué et beaucoup plus onéreux à remplacer, l'usure des coussinets de bielle sur certains moteurs, principalement les moteurs sportifs. Voilà pourquoi les gros kilométrages, moi perso, j'évite. Et enfin, un dernier point, au niveau des gros kilométrages, on peut trouver quand même deux véhicules affichant un même kilométrage très élevé, on va dire deux véhicules âgés de 4 ans, eh bien, on peut avoir quand même de bonnes affaires à réaliser sur un véhicule diesel par exemple, qui n'aurait que 4 ans. Parce que si le véhicule diesel qui a 4 ans et qui affiche environ 150 000 km, alors déjà un kilométrage assez élevé, certes, mais si le véhicule a été vidangé très régulièrement, tous les 10 000 km environ, on peut avoir un moteur et une mécanique en très très bon état. Par contre, le même véhicule qui a 4 ans, 150 000 km et qui n'aura eu que 3 voire 4 vidanges, là par contre, pas bon du tout, parce que les premières années et surtout les premiers milliers de kilomètres, il est très important qu'un véhicule soit vidangé, car il est en période et où on peut dire en phase de rodage, même si les moteurs sont pré-rodés et qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de rodage à faire, les moteurs doivent être quand même rodés. C'est difficile de dire sur combien de kilomètres parce que on n'est pas à l'intérieur du moteur pour voir ce qui se passe. Mais on va dire que les 1000 ou 2000 premiers kilomètres, un moteur doit être un petit peu préservé et on ne doit pas utiliser trop de puissance de celui-ci. On doit éviter de monter trop dans les tours et de faire des vitesses de pointe. L'idéal, c'est de le laisser tourner un petit peu au ralenti pour qu'il se rôde correctement. Et ensuite, au bout de 1000 ou 2000 km, l'idéal, c'est déjà de commencer à faire une première vidange. Et en principe, la première vidange sera beaucoup plus chargée en particules de métal. Ce qui ne veut pas dire que le moteur
c'est usé, mais juste que le piston et le cylindre, c'est bien rodé, bien ajusté l'un contre l'autre. Alors difficile de dire qu'un véhicule qui a un gros kilométrage, c'est un véhicule fatigué, parce que c'est à prendre vraiment au cas par cas. Ça dépendra beaucoup, d'une part, de la conduite, mais aussi de l'entretien, et quelque part aussi du type d'utilisation, que ce soit de la ville ou de la campagne et autoroute. Un véhicule qui va parcourir de la ville peut s'user jusqu'à 10 fois plus vite qu'un véhicule parcourant un cycle plutôt autoroutier. Et enfin, pour finir, je dirais que les petits kilométrages, c'est un peu l'idéal. C'est vrai, beaucoup de personnes le savent, que les petits kilométrages sont souvent de bonnes affaires. Attention toutefois, petit kilométrage, ça peut vouloir dire aussi très longue période d'inutilisation. Et une très longue période d'inutilisation, c'est parfois ce qu'on appelle une sortie de grange ou une sortie de garage. Et ça, c'est pas forcément une très bonne chose, puisque une sortie de grange, ça veut dire que la voiture est restée très très longtemps immobile, et lorsqu'on va remettre la voiture en route, il y a un très grand nombre d'éléments qui peuvent abandonner, et parfois des éléments à l'intérieur même du moteur. Tous les joints peuvent présenter un signe de vieillissement prématuré. Beaucoup de caoutchouc, beaucoup de joints peuvent avoir souffert et vieilli. Les pneus, si ils ont été immobilisés pendant 10 ans, ils seront bons à changer. Bref, il y a plein d'éléments qui vont vieillir beaucoup plus vite que prévu et qui peuvent sembler comme neufs, alors que tout compte fait, tout est bon à remplacer. Alors, petit kilométrage, oui c'est bien, par contre, attention aux longues périodes d'inutilisation, car ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. En général, un petit kilométrage doit être justifié par des factures et des contrôles techniques réguliers. Si pendant 10 ans, il n'y a pas de facture, pas de contrôle technique, pas de traces d'utilisation, c'est pas bon. Cela dit, ça ne veut pas dire que le véhicule n'est pas une bonne affaire. Parfois, on peut trouver tout de même des véhicules en excellent état et qui n'ont pas roulé pendant quelques années.